Bonjour à tous. Le monde entier a suivi de près l'élection présidentielle aux États-Unis après 5 jours de dépouillement des bulletins de vote, de contestation et recomptage des voix. Joe Biden est devenu le 46e président de la première puissance mondiale et sa colistière Kamala Harris, la première femme noire élue vice-présidente des États-Unis. Celle-ci a déclaré que la démocratie américaine est aussi forte que la volonté de son peuple de la protéger. Le processus électoral et le rôle des institutions dans le respect des choix des Américains viennent de marquer les esprits africains résidant dans des pays où la question de l'alternance démocratique est galvaudée dans un système de gouvernance qui frise la dictature. Quelles leçons tirer pour le Cameroun, très engagé sur la question anglophone sous l'ère Trump? Quelles seront les relations entre l'administration Biden et le Cameroun? Le président de la République, Paul Biya, doit adresser ses félicitations au nouveau président des États-Unis depuis son accession à la magistrature suprême en 1982. C'est le 7e président américain à qui il enverra ce message en tant que chef de l'État du Cameroun. La 38e année du renouveau suscite des interrogations dans la presse camerounaise. Le messager interpelle le chef de l'État. Paul Biya, qu'as-tu fait de ton pouvoir? Ce journal publie une tribune incendiaire de Saint-Éloi-Bidon dans laquelle il constate que la rigueur annoncée depuis 38 ans a subi les rigueurs du temps et l'usure du pouvoir. La moralisation s'est démoralisée, dit-il, face à la réalité. L'homme qui fut présenté et déifié comme l'incarnation de la rigueur n'est plus que l'ombre du 6 novembre 1982. Cependant, le journal Essingan a une autre grille de lecture du bilan du renouveau. Malgré l'adversité et les crises, le journal Essingan estime que le chef de l'État a consolidé la démocratie, relancé l'économie et relevé de nombreux défis sécuritaires. En somme, 38 ans de résilience, titre Essingan, mais Mutation souligne un autre point d'ombre sur Paul Biya, un roi sans successeur, au regard de ses éventuels dauphins broyés en 38 ans de magistrature suprême. La nouvelle expression, quant à elle, déplore l'absence du chef de l'État sur la scène nationale en ces heures graves où des enfants ont été massacrés à Kumba, des enseignants enlevés à Kumbo, d'autres élèves torturés et bastonnés à Limbé, et le comble, c'est le kidnapping du cardinal émérite Christian Toumi. Cette multiplication des violations des droits de l'homme et des droits humains des civils a provoqué un tollé sur le plan international. Ce contexte de crise n'a pas empêché la machine judiciaire de placer en détention provisoire des leaders politiques du MRC sur la base des procédures critiquées par leurs avocats. Le Cameroun est-il réellement sur le chemin de l'émergence au regard des multiples crises sociopolitiques et des défis sécuritaires? Devant ces heures graves et ces graves problèmes, la méthode du chef de l'État, absent sur la scène nationale, est-elle efficace dans la gestion des crises? Ces questions constituent le statut de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Pierre-Emmanuel Bignam. Bonjour. Bonjour Cédric et bon retour au Boa. Merci. Un bonjour particulier à tous les militants du MRC. Également un bonjour particulier à ceux-là qui, une fois de plus, sont en train de subir l'arbitraire du régime du président Paul Biya, tout simplement parce qu'ils se sont levés pour dire non à la guerre du Nozo, pour dire oui au code électoral consensuel. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans des situations inquiétantes. Je pense probablement au cas de Bibou Nissak, qui a beaucoup souffert au CED avant d'être transféré à Kondengi. Donc, un bonjour particulier à tous ceux-là qui sont dans la lutte, qu'ils soient du MRC ou qui ne soient pas du MRC. Nous continuons à penser qu'un Cameroun nouveau et meilleur est possible. Vous êtes le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun et les forces du changement, la démocratie et la paix sur le plateau de droit de réponse. En face de vous, c'est André Luther Meka, représentant du parti au pouvoir, le RDPC. André Luther, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de droit de réponse. Je voudrais une fois de plus souhaiter
joyeux anniversaire au président national, 38 ans de pouvoir pour la bagarre de l'intégrité territoriale, 38 ans de pouvoir pour la bagarre de la souveraineté de l'État, 38 ans de pouvoir pour sauvegarder la paix au Cameroun. Et c'est l'occasion pour moi de remercier également tous les Camerounais qui ont tourné le dos à la politique de la rue, à la politique du vandalisme. Et j'invite, n'est-ce pas, ce parti politique à rentrer dans la République et à pouvoir travailler dans la République. Nous allons en parler tout à l'heure, André Luther, sur le plateau de Droite Réponse. Le troisième panéliste, il vient de Yaoundé, Aristide Monod, analyste politique. Aristide, bonjour. Bonjour Cédric Nofélé, bonjour à tous les co-discutants de ce matin, bonjour à tous les suiveurs de Droite de Réponse. C'est toujours avec un réel plaisir que je réponds à vos sollicitations et cela devient une lourde responsabilité parce qu'au-delà des querelles autour des idées ou des positionnements idéologiques et politiques, il y a un certain enjeu qui est réel et qui, ma foi, devrait être au centre même du débat politique, à savoir la politisation des masses. Parce que lorsque vous n'avez pas un peuple assez politiquement cultivé, lorsque vous n'avez pas un peuple qui a une culture politique assez poussée, il y a de fortes chances qu'on se retrouve avec des situations de manipulation et de ce que les autres appellent la zombification. Donc je suis chaque fois très ému d'être là pour apporter ma modeste contribution à l'édification des masses. Sur le plateau de Droite Réponse, ce dimanche, Edmond Kambia, éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression, consultant sur Droite Réponse. Edmond, bonjour. Bonjour Céline Félé, je suis heureux de vous revoir sur ce plateau après un mois. Et vous étiez réclamé par les téléspectateurs, que je sais très heureux de vous revoir. Je salue également tous les copanélistes sur ce plateau. Je salue particulièrement le retour sur ce plateau d'André Luther Meka, qui nous a beaucoup manqué. Et je saisis cette occasion pour dire bonjour à des amis qui portent le même nom que M. Meka et qui nous regardent en ce moment. Et enfin, j'adresse mes amitiés et ma sincère affection aux téléspectateurs fidèles de cette émission. D'entrée de jeu, messieurs, c'est l'an 38 du renouveau au Cameroun et ce sont les propos d'un militant du RDPC suspendu à la suite d'un conseil de discipline qui attire l'attention. Pierre-Emmanuel Bignam, les propos de Saint-Éloi Bidon qui font la une du journal Le Messager. L'incarnation de la rigueur n'est plus que l'ombre du 6 novembre 1982. Saint-Éloi Bidon résume ainsi le bilan du chef de l'État du Cameroun qui avait placé sa magistrature suprême sous le règne, sous deux axes, la rigueur, la moralisation. Comment réagissez-vous à ces propos qui s'expriment, qui précisent que l'incarnation de la rigueur n'est que l'ombre du 6 novembre 1982? Bon, déjà, je tiens à préciser que les propos de Saint-Éloi Bidon l'engagent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quelqu'un qui est sous le coup d'une suspension après une procédure disciplinaire dans son parti politique, au sein de son parti politique. Pour ce qui concerne le bilan dont il a décrit, le président Paul Biya, il y a des choses qui sont avérées ou qu'on peut quand même, qui peut faire l'objet d'un débat dans sa déclaration, dans sa sortie. Et puis il y en a aussi qui peuvent nous amener à comprendre qu'il y a un peu d'écart. Moi, je vais être un peu clair sur un certain nombre de choses. Le président Paul Biya est au pouvoir depuis 38 ans aujourd'hui. Tout n'a pas été que noir dans son bilan. Je préfère le dire clairement. C'est quelqu'un qui a avancé sur certains domaines par rapport à son prédécesseur. Nous savons quand même que, au temps de Ahidjo, parce que moi j'aime toujours parler de témoignages palpables, je n'aime pas parler de ce qu'on nous apprend à l'école. Au temps de Ahidjo, il y avait un certain nombre de privations de liberté qui étaient exacerbées, au point où des partis politiques comme l'UPC et même certaines églises, comme les témoins de Jéhovah, faisaient des réunions dans des bars comme s'ils étaient en train de boire de l'alcool alors qu'ils étaient en train de tenir des réunions. On a quand même vu un effort du président Paul Biya qui, tout de suite, lorsqu'il a été élu, il a été porté à la magistrature suprême.
il a annoncé des réformes en ce qui concerne les libertés. Il a bataillé quand même pour essayer de mettre ces réformes en place, mais subitement, il a été rapidement rattrapé à partir de l'avènement du multipartisme, parce que c'est effectivement là qu'on attendait. On attendait à ce que non seulement il ouvre le pays au multipartisme, c'est-à-dire à la pluralité, mais que cela soit pratique. Voilà pourquoi, à l'avènement du multipartisme, on a commencé à nouveau la lutte avec les partis comme le SDF et puis les partis de la coalition qui ont porté Froundi comme candidat à l'élection présidentielle de 1992. Et puis ensuite, il y a eu la tripartite. Ça, c'est sur le plan politique que je suis en train de faire l'analyse. Après la tripartite, maintenant, elle a abouti à la constitution de 1996, avec la fameuse décentralisation. Et cette constitution de 1996, nous faisons un constat cruel qu'aujourd'hui, 24 ans après, bientôt 25 ans, rien n'a été mis en application par rapport à cette constitution. La décentralisation qui a été annoncée a fait l'objet d'un mutisme jusqu'à aujourd'hui. On ne voit aucun résultat palpable de cette décentralisation. Des chantiers tels que la constitution qui a été mise sur pied, elle a été révisée, ce qui a permis au président Paul Biya de se représenter en 2011. Et nous constatons une recrudescence des libertés individuelles et collectives depuis 1990, avec l'avènement de la loi sur la liberté d'expression et d'association. On constate que le Cameroun a reculé de 30 ans en arrière et que aujourd'hui, nous sommes en train de nous retrouver dans la même situation que j'ai décrite tout à l'heure du règne de Ahidjo, où l'UPC faisait les réunions dans des bars en catimini, comme s'ils étaient des consommateurs d'alcool. Le MRC aujourd'hui, sous la répression du régime de Paul Biya, nous parlons de 2020, se retrouve dans un contexte où nous sommes pourchassés, nous sommes traqués comme des rats. Et ça fait que nous rentrons en arrière plus que 30 ans. C'est-à-dire que nous rentrons directement au temps de Ahidjo. Bon, maintenant, on ne sait pas ce qui a amené ce relâchement. On ne sait pas si c'est le coup d'État manqué du 6 avril 1984 qui l'a amené à devenir comme cela. On a l'impression, parce que lorsqu'on lit les déclarations de ces anciens collègues, ça et là, on constate qu'après le coup d'État de 1984, M. Paul Biya a perdu l'élan qu'il avait annoncé sur ce qu'il voulait faire dans sa mandature, et il s'est recoquevillé sous une forme de peur qui l'amène à être tout le temps sur la défensive et à travailler maintenant pour sa longévité au pouvoir plus que pour la satisfaction du peuple camerounais. Après, et sur le plan économique... Oui, on va parler du plan économique tout à l'heure. Permettez d'abord à Edmond Kambia de pouvoir analyser cette nouvelle année du renouveau, en 38 du renouveau national. La rigueur, la moralisation avait été très appréciée par les Camerounais en 1982, lorsque le chef de l'État prend les rênes du pays, 38 ans plus tard. Est-ce que ces principes qui devaient gouverner l'action de l'exécutif sont véritablement mis en œuvre, Edmond Kambia? Je dois dire, pour le remarquer, que lorsque Paul Biya accède à la magistrature suprême le 6 novembre 1982, c'est le grand espoir pour tous les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est inimaginable, la popularité qu'il avait, la célébrité. Mais très vite, on se rend compte que l'homme du 6 novembre 82, c'est-à-dire l'homme du renouveau, parce que c'est ainsi qu'il bâtissait son entrée au pouvoir, le renouveau, qui ressemblait d'une certaine façon au New Deal de Franklin Delano Roosevelt, n'est-ce pas, aux États-Unis à l'époque, l'homme du New Deal. Et on a vu que Paul Biya avait une vision. Il annonçait dans ses discours beaucoup de choses qui ont plu aux Camerounais et qui annonçaient beaucoup d'espoir. Il y a eu des temps forts, c'est-à-dire que dans la première période, je dirais entre 82 et 90, il y a eu de grands temps forts très positifs dans la magistrature de Paul Biya. Et ces temps forts qui étaient positifs, il faut le dire, c'était d'abord des déclarations, c'était des discours. Je me rappelle en 86,
lorsqu'il dit le Cameroun n'est la chasse gardée de personne. C'était le patriote qui parlait. Mais très vite, il va réaliser que, au-delà des discours, au-delà des propos, il y a une réalité sur la scène internationale. Que, entre États, c'est d'abord les intérêts. Et qu'il va falloir tenir compte des anciennes puissances qui ont joué un rôle dans l'histoire du pays, notamment l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Et lorsqu'il disait que le Cameroun est la chasse gardée de personne, rappelez-vous, il préparait un grand voyage, n'est-ce pas, en Allemagne. Or, il se trouve que depuis quelques années, 5 ans plus tôt, l'homme dont il l'a proclamé être le meilleur élève, François Mitterrand, va très vite lui rappeler qu'il ne suffit pas de dire que le Cameroun est la chasse gardée de personne, parce que à ce moment-là, d'ailleurs, quand Paul Biya accède au pouvoir, dans son tout premier discours, il dit, il reconnaît, il a la gratitude auprès, il est reconnaissant vis-à-vis de son illustre prédécesseur, c'est comme ça qu'il appelait dans tous ses discours, mon illustre prédécesseur, qui lui a laissé un pays prospère. Le Cameroun avait tous les atouts, sur tous les plans, y compris sur le plan économique et financier, pour ne pas dépendre de qui que ce soit et pour ne même pas aller au FMI. Et Paul Biya l'avait dit, le Cameroun n'ira pas au FMI, mais très vite, il va déchanter. D'abord, en 84, il y a ce qu'on connaît comme étant le push avorté du 6 avril, qui a été un coup dur dans l'histoire de la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya, il faut le dire ainsi, parce qu'au début de son régime, il est soutenu par les Camerounais partout. Le deuxième élément qui vient infléchir ses déclarations et ses propos dans sa gouvernance, c'est lorsque, je le disais tantôt, François Mitterrand, dont il fut le meilleur élève, le ramène à la réalité qui veut que il faut tenir compte de Paris, il faut tenir compte de la position de la France avant que d'avancer. Et c'est ainsi que le Cameroun a été obligé, contraint d'aller au FMI. Et je me rappelle ce grand discours d'un 31 décembre, je crois 1986, où le Paul Biya disait, appelait les Camerounais à se retrousser les manches. Parce que l'année 1987 sera une année difficile. Et le Cameroun a connu des moments difficiles à partir de l'année 87. Et ça a duré jusqu'à l'atteinte du point d'achèvement en 2006. Et lorsqu'en 2006, on s'attend alors à sortir, n'est-ce pas, des problèmes qu'on a connus dans le passé, pour pouvoir mieux avancer, parce qu'il y avait des atouts pour avancer. On pouvait rebondir à travers les investissements, à travers les financements. On était crédible auprès des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Mais très vite, on a replongé encore jusqu'à ce jour en 2020. Mais je dois dire, avant de chuter, que l'un des temps forts positifs, n'est-ce pas, du régime de Paul Biya, c'est la cession des libertés de 1990. Il y a eu une série de lois votées, adoptées et promulguées, n'est-ce pas, le 19 décembre 1990, qui ont permis, n'est-ce pas, la libéralisation de la presse au Cameroun. D'abord la presse écrite, il y a eu une floraison, prolifération dans la presse. On est passé du régime, n'est-ce pas, d'autorisation au régime de déclaration. C'est pareil pour les associations, où on est passé du régime d'autorisation au régime de déclaration. Il y a eu ce retour au multipartisme pour lequel des militants du RDPC n'étaient pas préparés. Il y a des militants du RDPC qui marchaient contre le multipartisme et qui disaient précipité. Mais Paul Biya leur a dit, en juin 90, préparez-vous à affronter la concurrence. C'est des temps forts où on a vu un chef d'État vraiment à l'écoute de son peuple. Même si parfois il a été contraint pendant les villes mortes des marches pacifiques qui l'ont amené à libéraliser sur le plan de la presse, à libéraliser sur le plan économique, à libéraliser sur le plan politique. Mais malheureusement, il a compris trop tard que ce qu'il avait annoncé le 6 novembre 82, il aurait dû l'implémenter très tôt, c'est-à-dire la rigueur, la moralisation. Je le dis pourquoi, c'est parce que à un moment donné, il tenait de grandes interviews à l'époque avec un des confrères qui n'est plus à la CATV aujourd'hui, ça s'appelait CTV, Éric Chindjé. Il lui posait des questions importantes pour lesquelles, à un moment donné, il a dit à Éric Chindjé, écoutez, il suffit que je dise que vous n'êtes plus rédacteur en chef de CTV et vous ne l'êtes plus. Il suffit d'un coup de tête. Vous n'êtes plus rédacteur en chef de CTV et je n'ai aucun compte à rendre à personne. C'est l'autre côté de Paul Biya qu'on a commencé à découvrir. Nous sommes en 87. Et il y a eu aussi, quand on l'interroge sur la question de savoir, que, écoutez,
il y a de la prévarication, il y a, n'est-ce pas, des fonctionnaires qui outrepassent leurs fonctions, il y a des détournements de fonds publics. Et c'est Paul Biya qui disait encore où sont les preuves. Et je peux vous dire, dès lors qu'il a dit où sont les preuves, ce fut le moment où le Cameroun a le plus souffert. Le plus souffert. Les détournements ont commencé massivement au Cameroun quand Paul Biya a dit où sont les preuves. Mais quand il s'est réveillé pour organiser tout ce qu'on a fait aujourd'hui, l'opération épervier, l'assainissement des finances publiques, le fichier solde et tout, on a arrêté de nombreux ministres, des secrétaires généraux et même tout un premier ministre. Nous avons dans nos prisons à Kondengui tout un gouvernement. Il n'y a pas 2 pays dans le monde. Il y a autant de ministres en prison, autant de premiers ministres, secrétaires généraux en prison. Mais il a fait à quelle heure? Trop tard. Trop tard. Je ne sais pas s'il aura l'occasion de se racheter. Après vous, Edmond Kamgia, Aristide Monossu, la méthode Biya en matière de gouvernance et les résultats attendus par les populations en 38 ans de magistrature, d'exercice du pouvoir à la tête du pays, quels sont les points les plus inquiétants que vous avez pu observer? Permettez-moi déjà de souhaiter une bonne fête au président de la République. Joyeux anniversaire pour ses 48 ans. Je ne le dis pas parce que je suis adepte de l'éternisation des leaders au pouvoir, mais c'est tout simplement parce que c'est une grâce. Rester 48 ans à la tête d'un État aussi complexe du point de vue sociologique et compliqué du point de vue politique et sécuritaire, c'est pas donné à n'importe qui. Et je pense que c'est l'un des premiers exploits du président de la République de ses 48 ans. C'est-à-dire ne peut rester au pouvoir qui veut, mais qui peut, donc, quand même contre toutes les conjectures et les conjonctures rencontrées jusque-là, tenu tête et continue d'ailleurs à avoir des prétentions, surtout lorsqu'on sait que dans sa famille, l'espérance de vie est assez élevée, donc sont pratiquement des centenaires. Donc si on passe sur cette base, nous avons encore à consommer du président de la République 14 ans supplémentaires. Donc c'est une terrible grâce dans un pays où l'espérance de vie tourne autour de 56 et 58 ans. Donc déjà, coup de chapeau, et il devrait normalement organiser une messe s'il n'a pas fait entre-temps. Maintenant, pour ce qui est du bilan, je pense que c'est un peu complexe, hein, donc c'est-à-dire nous avons d'un côté des points positifs, de l'autre côté les points négatifs. Maintenant, lorsqu'on pose les 2 points sur une balance, qu'est-ce qui peut l'emporter? Je ne vais pas rentrer dans le jeu des donneurs de consignes. Chaque Camerounais à son niveau peut apprécier, mais je vais tout simplement donner quelques éléments qui doivent nous amener à conclure chacun. Nous avons déjà le fait que lorsqu'on évalue, on tient compte des objectifs de départ, des ressources qui étaient à la disposition de celui qui devrait mener la mission et la fin dans le résultat. Les objectifs de départ de 1982.0 du règne du président de la République, on a évoqué tout à l'heure la rigueur et la moralisation. Je pense que tout cela rentrait dans un grand package qui était le bien-être des Camerounais. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme résultat? Au regard des ressources également, des marges de manœuvre. Je vais rapidement emprunter une analyse qui m'est chère, l'analyse sectorisée de l'école de Copenhague, qui évalue en fait l'État sous le prisme de la sécurité, parce que c'est le bien fondé même de l'État. L'État existe pour la sécurité de ses citoyens. Et cette sécurité, quand il parle d'analyse sectorisée, c'est qu'on divise la sécurité en plusieurs secteurs. Nous avons la sécurité environnementale, nous avons la sécurité politique, nous avons la sécurité sociétale, nous avons la sécurité militaire et nous avons la sécurité économique. Maintenant, sur le plan environnemental, nous avons l'ACNIOS, nous avons Ngouaché, nous avons la catastrophe d'ensemble. Voilà 3 éléments. Chacun peut tirer ses conclusions. Pour ce qui est de la sécurité sociétale, donc qui porte sur des idées, et là je vais poser le marqueur sur la camerounité, c'est-à-dire le patriotisme avec les Camerounais. Aujourd'hui, nous avons un pays qui, ma foi, est fractionné, tiraillé par des replis identitaires, avec des revendications centrifuges des communautés. Vous avez la sécession, vous avez le tribalisme. Vous avez aujourd'hui des personnes qui estiment qu'il est préférable d'aller signer des nationalités
ailleurs. Ça signifie qu'il y a un terrible problème. Nous avons même la radicalisation politique et la radicalisation religieuse. Nous l'avons connu du côté de l'extrême nord avec des jeunes qui étaient prêts à faire allégeance à une nouvelle modalité de croyance à Allah. Donc, sur ce plan, chacun peut tirer sa part de conclusion. Maintenant, sur le plan politique, posons un peu le marqueur sur la démocratie. Aujourd'hui, est-ce que la démocratie est réelle au Cameroun? Sur le plan électoral, sur le plan de la liberté d'expression. La liberté d'expression, je pense que nous pouvons accorder quelques circonstances atténuantes au chef de l'État. Mais pour ce qui est de la démocratie, il y a beaucoup de choses qui restent à faire parce qu'elles restent modulées en fonction des rationalités qui sont celles du président de la République, des rationalités propres au président de la République. Donc ce n'est pas l'idéal démocratique sur la base de ces universaux, mais c'est l'idéal démocratique comme le pense le président de la République. C'est-à-dire que lorsque vous sortez de ce cadre-là, vous n'êtes plus un démocrate. Avec lui, immédiatement, vous êtes pris comme les militants du MRC aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas marcher dans le politiquement correct selon le président de la République. C'est pourquoi je parle souvent ici de position de convenance. Maintenant, au niveau, on reste sur le plan politique. Nous avons des velléités de sécession. Dans l'extrême nord, on a eu cet idéal de l'État céleste islamique de Boko Haram qui s'est répandu et avec des adhésions parce qu'il y a des gens qui ont souscrit à cet idéal. À un moment donné, c'est pour cela que l'armée avait des difficultés à domestiquer, à juguler la menace parce qu'il y avait des complicités, des liaisons idéologiques entre certaines populations, communautés et Boko Haram parce qu'on estimait que l'État du Cameroun n'avait pas fait assez et puis désormais il fallait faire allégeance à un nouveau projet étatique qui arrivait du côté du Nigeria. Nous avons aujourd'hui la sécession qui est demandée par des ambassades. Ça signifie que sur le plan politique, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, on ne va pas revenir sur la gouvernance avec tout ce que nous avons. Le président de la République lui-même, dans son discours du 31 novembre, du 31 décembre 2013, avait fait un discours assez éloquent sur la question où lui-même il affirmait que le Cameroun avait assez de difficultés et marquait même son exaspération parce qu'il a posé la question de savoir que nous manque-t-il finalement. Donc sur ce plan, on ne va plus. On va maintenant avancer sur le plan économique. Vous avez tout ce qui a été dit tout à l'heure par le grand frère Edmond qui revenait sur les plans d'ajustement. Nous avons connu l'initiative PPTE, nous avons connu les ceintures très, très serrées sur des reins qui ne tenaient même plus d'ailleurs. Je pense en 1994, il y a eu la dévaluation et tout ça. Ouais. L'indépendance économique aujourd'hui, le Cameroun ne jouit pas d'une certaine autosuffisance. Le Cameroun a une économie totalement extravertie. Donc sur ce plan, nous n'avons aucune industrie en fait de taille. Tout ce qui est là comme industrie appartient plutôt ou alors à pour actionnaire majoritaire des étrangers. Maintenant sur le plan militaire, dans le secteur de la sécurité au sens stratégique, je pense qu'il y a beaucoup de choses à redire. Comment est-ce qu'on a pu se retrouver avec Boko Haram dans l'extrême nord, étant donné que Amadou Ali avait commis tout un rapport en 2010 pour alerter, pour dire au président de la République, nous avons une menace qui arrive. Ce n'est qu'en 2013, avec l'enlèvement de Moulin Fournier et tout, qu'on commence donc à voir. Il a fallu que François Hollande mette la pression sur le président pour qu'il déclare la guerre à Boko Haram. Nous avons du côté du nord-ouest et du sud-ouest, nous avons aujourd'hui quand même des éléments qui prouvent que il y a que nous croupissions sous le coup d'une certaine défaillance sécuritaire. Il faut voir les choses de ce côté-là. Mais je pense que ce bilan n'est pas important parce que le président lui-même il le reconnaît. Il y a deux problèmes qui, ma foi, doivent être fondamentaux pour chuter. Quels sont ces problèmes? Il y a deux problématiques en fait. Bon, deux problématiques. Comment faire pour sortir de l'affaire et quels sont les responsables? Parce que c'est à ce moment que le débat entre l'opposition et le parti au pouvoir commence. C'est-à-dire on est d'accord que rien ne va sur tel plan, mais on n'est pas d'accord sur les responsabilités, ce qu'on appelle en politique publique le blaming. On va blâmer qui? Justement. On estime que c'est plutôt des conjectures internationales et tous les autres disent que non, c'est bien le problème, il doit partir. Donc je pense que... Dans la question du leadership, André Luther Meka, au moment où
le RDPC n'a pas prévu de célébration pour l'an 38 du renouveau. Des Camerounais s'interrogent sur l'absence du chef de l'État sur la scène nationale. Depuis près de 6 mois, ils n'ont pas de nouvelles, en dehors de ce discours prononcé le 19 mai 2020 pour évoquer la crise sanitaire. Le président de la République qui est absent au regard des multiples crises auxquelles le pays est confronté. C'est une méthode qu'il a adoptée depuis 38 ans. Est-ce qu'elle a de l'efficacité dans ce contexte actuel? André Luther. Je voudrais d'abord, en tant que représentant du RDPC, revenir sur le bilan qui a été questionné par mon président national. Et je ne voudrais pas être savant ou encore anecdotique. Je voudrais énoncer un certain nombre de faits pour que les Camerounais soient édifiés. Je voudrais d'abord poser le postulat simple du fait que le président Paul Biya est un homme providentiel. Un homme providentiel, c'est un homme qui a été donné par Dieu. Et il n'a pas, n'est-ce pas, tué pour accéder au pouvoir. Il y a eu beaucoup de personnalités qui ont bagarré pour avoir ce pouvoir. Je ne peux pas en énoncer, mais c'est à lui qu'on a donné ce pouvoir. Donc il y a une zone d'incertitude que beaucoup de Camerounais ne maîtrisent pas, parce que cela relève de Dieu. Mais il est important que je situe un certain nombre de faits très rapidement. Lorsque le président Paul Biya cède à la magistrature suprême, nous sommes dans le parti unique. Notamment, rigueur et moralisation pouvaient être bien faits, bien dit. Et je voudrais vous rappeler que lorsque le président Biya cède à la magistrature suprême, il constate un certain nombre de choses sur le plan économique. C'est que moi je vais appeler ici l'économie parallèle, à travers, n'est-ce pas, une circulation des faux billets. Et je crois que l'option qui a été prise par le président Paul Biya a été, n'est-ce pas, d'épurer, n'est-ce pas, cette économie parallèle qui, bien sûr, a amorcé, n'est-ce pas, une paralysie dans un certain nombre de situations. Je voudrais dire que dans le parcours, le cheminement du président Paul Biya, ça n'a pas été de tout repos. Il y a eu la baisse des matières premières, il y a eu la dévaluation, il y a eu les problèmes, n'est-ce pas, des crises économiques, avec les programmes d'ajustement structurel. Et à ce point-là, je voudrais marquer que le chef de l'État était, n'est-ce pas, dans une situation ambiguë et dont il a trouvé une solution idoine. Il était demandé au chef de l'État, n'est-ce pas, des licenciements. Mais le chef de l'État n'a pas pu licencier les Camerounais. Il a divisé le salaire en deux. Par la suite, nous avons, n'est-ce pas, la crise sociopolitique, n'est-ce pas, des vents de l'Est, la démocratisation. Donc, c'est un mandat qui n'a jamais été de tout repos. Mais je voudrais dire que le chef d'État a posé des actes dont les Camerounais doivent s'en souvenir, des millénaires et des millénaires. Je voudrais d'abord situer le fait qu'on ait pu retrocéder Bakassi aux Camerounais. Cela a été, n'est-ce pas, un point tout à fait important du chef de l'État. Je voudrais dire que toutes les lois qui donnent la démocratie au Cameroun, la loi sur la communication sociale, qui ouvre le champ audiovisuel, la loi sur les libertés d'association, la loi sur la décentralisation, participent, n'est-ce pas, de la mise sur pied des institutions fortes et, n'est-ce pas, de la démocratie au Cameroun. La préoccupation des Camerounais, c'était la question du pouvoir d'achat. Oui. Un pouvoir d'achat qui était important lorsque le chef de l'État prend le pouvoir et qui s'est détérioré au fil des années d'exercice du pouvoir du président de la République. Et sur cette question, qui est l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, est-ce qu'il a répondu à ces préoccupations-là? Parce que l'on observe aujourd'hui que le taux de pauvreté au Cameroun est très élevé et qui n'a pas bougé de façon significative en 15 ans, selon les derniers rapports des organisations internationales. Pourtant, le président de la République s'était engagé à pouvoir réduire la pauvreté au Cameroun. Voilà l'un des points sur lesquels j'aimerais que vous puissiez y apporter des éclaircies. Vous êtes déjà à la deuxième question. Donc, je voudrais conclure en disant que tout ce qui a été promu dans la Constitution de 1996 en tant qu'institution, le Sénat, a été mise en place, la Cour constitutionnelle a été mise en place. Aujourd'hui, on ne nomme plus les délégués du gouvernement, ils sont élus et les présidents des régions sont en train d'être élus. Donc sur le plan politique, avec l'ouverture de l'audiovisuel et la liberté d'expression, je crois que le président Paul Biya a un bilan
élogieux. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan économique, notamment, que vous abordez, je voudrais dire qu'il est important de dire qu'au niveau économique, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises, notamment l'homologation des denrées de première nécessité. Et pour, n'est-ce pas, accroître la croissance, il y a eu, n'est-ce pas, le fait que l'économie soit boostée à travers l'entrepreneuriat. Je voudrais énoncer ici que le gouvernement, d'après les chiffres que j'ai, les spécialistes vont le confirmer, l'État est le plus grand employeur. Lorsque le chef de l'État est arrivé, il y a eu 15 000 emplois. Par la suite, il y a eu 25 000. Les concours d'intégration directe et tout ce que vous connaissez comme promotion d'emploi. Donc, de ce côté, il y a des efforts qui sont faits. Et il y a des efforts qui sont faits dans le cadre, n'est-ce pas, de l'auto-emploi. Parce que l'État ne peut pas seulement être le seul employeur. Et à cela, pour le libéralisme communautaire, qui est l'idée du chef de l'État, nous demande qui est l'investissement privé, qui est, n'est-ce pas, ceux qui ont les moyens de production, mais qui est également la solidarité et le communautarisme et la protection des pauvres. C'est pour ça que le chef de l'État a mis un certain nombre de financements sur le plan triennal pour pouvoir faire en sorte que les jeunes puissent investir. Et je connais beaucoup de jeunes qui témoignent aujourd'hui de la mansuétude, de la clémence, de la générosité exponentielle du président Paul Biya, qui leur a donné des fonds pour pouvoir mettre sur pied des entreprises pour permettre à ce qu'ils puissent, n'est-ce pas, subvenir à leurs besoins. Donc, il y a des efforts qui sont faits dans le cadre, n'est-ce pas, de l'amélioration. Il y a également des projets. Il y a beaucoup de projets sur le plan agricole, au ministère, dans les ministères. Il y a des projets qui sont faits dans le cadre, n'est-ce pas, d'apporter un certain nombre d'éléments pour que l'agriculture puisse s'épanouir, puisse, n'est-ce pas, avoir une phase de croissance. Donc, je ne voudrais pas dire que tout a été rose, parce que ce qu'on m'a appris également, c'est qu'il n'y a pas le plein emploi. Et il n'y a pas de société où il n'y a que les riches, où tout, il coule de l'or et du miel. Peut-être c'est le paradis, mais également il y a des choses qui sont faites pour que les Camerounais soient à l'aise dans leur pays et qu'ils puissent avoir l'autosuffisance alimentaire. Mais vous ne m'avez pas répondu, André Luther Meka, sur l'absence du chef de l'État, sur la scène nationale, les Camerounais, au moment où le pays traverse des crises dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, de nombreux défis sécuritaires dans plusieurs parties du Cameroun et d'autres crises politiques avec des partis de l'opposition, à l'heure où il y a cet an 38 du renouveau, pourquoi le chef de l'État est absent et silencieux? Je voudrais vous dire qu'à ma qualité de chercheur en communication, il y a deux postures dans la gouvernance. Soit l'exhibition, soit le fait de vous mettre en scène, soit la discrétion et l'efficacité. Et quand je parle de l'exhibition, ça veut dire la logorée présidentielle, vous faites des discours tous les jours, on vous voit dans toutes les régions, vous saturez la scène. Je crois que dans le style de gouvernance du président de la République, il a décidé, n'est-ce pas, de la discrétion, l'efficacité et la délégation du pouvoir. Et je peux vous dire que dans cette méthode de gouvernance, la délégation du pouvoir permet aux dirigeants de voir effectivement ceux qui sont compétents, ceux qui jouent leur rôle, et vous allez constater effectivement que chaque ministère, dans son cadre défini, dans son département ministériel défini, essaie de faire le nécessaire qu'il peut pour pouvoir démontrer au chef de l'État qu'il est digne de confiance du travail qui est fait. Donc je voudrais dire que dans la posture du président Paul Biya, ce que j'observe, c'est qu'il travaille beaucoup avec la délégation du pouvoir. Et c'est tout à son honneur, à l'honneur du Cameroun, qui fait en sorte que le président Paul Biya, avec ses collaborateurs, puisse permettre à ce que chacun dans son rôle puisse, n'est-ce pas, exercer la feuille de route qui lui a été donnée. Donc après les préfets, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, les ministres, a été bien le président comprise. de l'État. Pierre-Emmanuel Bignam, est-ce que cette méthode de Biya est efficace au regard des attentes des populations camerounaises et des projets réalisés ici pour impacter sur leur quotidien? L'administration Biya, parce qu'il faut qu'on comprenne certaines choses pour mieux faire pour mieux juger de l'efficacité d'un projet ou d'une administration, il faut avoir des éléments de comparaison.
Parce qu'avant Paul Biya, il y a eu un président de la République qui était Amadou Ahidjo. Alors, j'étais en train de parler tout à l'heure, avant que ma parole ne soit donnée à quelqu'un d'autre. J'étais en train de parler du bilan politique. Et j'ai bien fait de mentionner que du temps du président Ahidjo, il y avait quand même beaucoup de suppression de liberté individuelle et collective. Il faut également noter que Ahidjo est au pouvoir depuis 1958 pratiquement. Et ça fait que la fin de la guerre du Maquis, c'est Ahidjo qui l'a piloté. Et pendant son bilan, il y a eu des centaines de milliers de morts, selon les rapports de certaines sources sur la guerre du Maquis dans les pays Bamléké et les pays Bassa. Ça veut dire que sous le régime de Ahidjo, il y a eu quand même beaucoup de massacres. Maintenant, sur le plan économique, il faut quand même également noter que Ahidjo a pris le Cameroun au moment où le Cameroun n'avait que 30 milliards de budget. 30 milliards de budget annuel, c'est-à-dire que la loi de finances. Et Ahidjo, avec cet État, a mis le Cameroun dans une sorte d'épanouissement économique. Parce que c'est Ahidjo qui promeut les premiers importateurs et exportateurs camerounais en 1963, lorsque Frédéric Odor était vice-ministre de l'économie. Ahidjo décide, parce qu'il avait constaté que l'importation était dominée à 100% par les Libanais, par les Hindous-Pakistanais, par les Grecs, par les Français. Il décide donc de promouvoir les hommes d'affaires camerounais pour faire l'import-export. Et il a réussi son coup. Du coup, on a vu quand même la balance commerciale être un peu équilibrée. C'est en ce moment que le Cameroun s'est jeté dans la production du cacao à grande échelle, du café, ainsi de suite. On voyait les villes comme Konsamba, qui étaient pleines de vie, pleines de ressources, avec beaucoup d'emplois, et dans toute la région du Mungo. Pour ne pas citer les villes industrielles comme Edea, dans la Sanaga maritime, avec les barrages hydroélectriques qui ont été mis sur pied. Bref, Ahidjo a boosté l'économie camerounaise. Ahidjo a créé la toute première compagnie aérienne en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que Camer était la toute première compagnie aérienne qu'un pays de l'Afrique noire, c'est ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne, est créé. C'est Ahidjo qui l'a créé. Et le bilan de Camer était tel que jusqu'en 1982, au moment où Ahidjo fait la passation de pouvoir au président Paul Biya, on constate que la Camer avait 14 appareils, parmi lesquels 4 Boeing 747. 14 appareils au total. Et la flotte de Camer était dense. La Camer couvrait le pays sur le plan national. La Camer couvrait la sous-région Afrique centrale et l'Afrique. Et la Camer faisait aussi des vols internationaux intenses. Donc, on constate que le Cameroun n'était pas, l'économie camerounaise au temps d'Ahidjo n'était pas portée complètement vers la consommation. C'est-à-dire que ce n'était pas une économie d'importation uniquement. On avait un niveau d'industrialisation qui était quand même acceptable et respectable pour cette époque-là, avec des sociétés comme Bata qui fabriquaient des chaussures sur place. On a connu beaucoup d'industries au Cameroun, comme par exemple la Cellucam, qui faisait la pâte à papier et qui avait créé énormément d'emplois dans la région de la Sanaga maritime et le littoral en général. Donc, lorsque le président Paul Biya prend le pouvoir sur le plan économique, tout de suite, il commence à fermer la plupart de ces entreprises comme la Cellucam, Bata. Toutes ces entreprises commencent à disparaître du jour au lendemain. Celles qui ont essayé de résister se retrouvent en train d'être privatisées et dans un schéma de privatisation où le cahier des charges n'est même pas bien maîtrisé. C'est le cas de la régie Fercam qui a basculé avec le groupe Bolloré et dont le cahier des charges n'était pas maîtrisé. Donc, du coup, on se retrouve avec une économie qui est tournée complètement
vers l'importation et donc une économie de consommation. Le Cameroun, au jour d'aujourd'hui, n'a plus d'industrie. Le Cameroun n'arrive même plus à fabriquer des babouches, vous imaginez? Le Cameroun n'arrive plus à fabriquer des babouches. Toutes les babouches qui entrent au Cameroun viennent du Nigeria, de la Chine et puis de l'Europe. Alors, le Cameroun n'arrive même plus à faire les cure-dents. Les cure-dents, je vais vous surprendre, les cure-dents qui sont livrés, que nous utilisons dans nos maisons, dans nos restaurants, un peu partout, viennent de la Chine. Donc même le bambou, le Cameroun n'arrive plus à maîtriser la transformation du bambou en cure-dent. Nous en sommes là aujourd'hui. La compagnie aérienne qui faisait à l'époque, et qu'on appelle l'Étoile du Cameroun, qui était une fierté pour les Camerounais et pour les Africains au-dessus du Sahara, en dessous du Sahara, cette compagnie aérienne n'est plus que l'ombre d'elle-même aujourd'hui. Cameco a des avions, les MA60 qu'on pousse. C'est-à-dire qu'on pousse pour que le moteur puisse commencer à tourner comme si on est en train de choquer un véhicule. Nous en sommes là aujourd'hui. Donc Camer ou Cameco n'est devenu que l'ombre d'elle-même. Et donc voilà à peu près le bilan économique. Le pouvoir d'achat du Camerounais aujourd'hui est devenu relativement faible, malgré que sur le plan macroéconomique, le Cameroun a un niveau d'endettement au niveau du service de la dette qui est acceptable. C'est-à-dire que nous sommes en deçà de 70% qui sont recommandés pour les pays de la CEMAC. Le Cameroun est autour de 38,5% de son PIB au niveau de son niveau d'endettement. Mais sauf que au niveau du panier de la ménagère, nous constatons que les Camerounais ont du mal à s'en sortir. Aujourd'hui, le maquereau du temps de Aïdjo, ma mère me dit, elle est encore vivante, elle n'est pas encore décédée, grâce à Dieu. Donc ma mère me dit que du temps de Aïdjo avait interdit que ses compatriotes mangent le maquereau. Le maquereau, on appelait ça en bassa Mimi Bonakou. Ça veut dire que le maquereau était considéré comme des corps qu'on a conservés dans la morgue. Donc voilà pourquoi les Camerounais n'aimaient pas consommer le maquereau. Le Camerounais mangeait des poissons tels que le bar, les disques et tout, de bons poissons. Mais aujourd'hui, je vous assure que les Camerounais ne jurent que par le maquereau. Oui. C'est-à-dire que le Camerounais qui, sur sa table, on ne retrouve pas le maquereau, ne s'en sort pas. Mais c'est devenu comme un poisson de luxe. Qu'est-ce qui explique cette détérioration du pouvoir d'achat des Camerounais? Vous avez suivi le militant du RDPC qui estime plutôt que le chef de l'État a planifié une certaine industrialisation à travers le pays et a donné des financements aux jeunes pour s'installer dans l'auto-emploi. Est-ce que ce schéma, cette politique économique a permis de transformer le pays tel qu'ils l'ont présenté sur ce plateau? C'est là où je rejoins la position de mon aîné Edmond Kamgia lorsqu'il expliquait qu'il y a eu une bonne volonté, président Paul Biya, de faire bien des choses, mais à un moment donné, il a été rattrapé dans certaines de ses déclarations lorsque on lui demande qu'il y a des détournements, on lui fait savoir qu'il y a des détournements au sein de son gouvernement et il demande où sont les preuves. À partir de ce moment, il a ouvert un Pandore de détournement parce que l'une des choses dont le Cameroun est victime aujourd'hui et qui ont noirci le bilan économique du président Paul Biya, c'est la corruption. Je me souviens lorsque j'étais petit, les gens qui faisaient les toc-toc, donc ceux qui réparent les chaussures dans les quartiers, nous on était petits à l'époque, à EDA, j'avais autour de 5 à 6 ans, c'était des Ghanéens, il faut bien le préciser. C'était les Ghanéens qui faisaient les toc-toc à l'époque, au Cameroun, qui réparaient les chaussures, qui avaient des cafés-restos et autres. Mais on a vu le travail que le leader ghanéen, Gerard Rawlings, président Gerard Rawlings, on a vu l'effort économique qu'il a abattu au niveau de l'industrialisation de son pays. Les premiers mentolatum qu'on utilisait pour lorsqu'on est enrhumé venaient du Ghana. Le Ghana a fait un bond économique, surtout a mis un accent particulier sur l'industrialisation. Ça fait que de cette période-là, des années, fin années 80 à 90 à aujourd'hui, le Ghana est devenu un pays industriel intermédiaire par rapport au Cameroun. Donc, comme pour dire que la corruption, il a manqué au président Paul Biya de pratiquer la rigueur dont il a annoncé. Il voulait se rattraper avec la constitution de 1996 qui a mis sur pied la loi
l'article 66. Mais malheureusement, puisque on ne prêche que par l'exemple, jusqu'à ce jour, lui-même, le président Paul Biya n'a jamais déclaré ses biens selon l'article 66. Et à partir de ce moment, nous sommes les Bantous, on estime que si le chef lui-même n'est pas passé aux aveux, nous autres, nous n'allons pas le faire. Alors, l'article 66 n'est pas appliqué, le flou continue. Juste, on est arrivé à des niveaux où le Cameroun a même été, à un moment donné, classé comme champion du monde de la corruption. Vous imaginez ça? Champion du monde de la corruption? Vous imaginez ça? Par les rapports de Doing Business et autres. Donc, comme pour dire que le Cameroun a surclassé les pays comme la Colombie, des pays comme le Mexique, où le niveau de corruption est tellement élevé. Ça veut dire que le Cameroun, la corruption est une gangrène qui nous a plongé davantage. Parce que les efforts d'endettement que le gouvernement camerounais a fait pour relancer l'économie et autres se sont retrouvés dilués dans la corruption. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a des gouvernements en prison, il y a des ministres en prison qui ont détourné des deniers publics à hauteur de 200, 300 milliards et autres? On sait que, par exemple, la Chococam, le capital social avec lequel Ahidjo a lancé la Chococam, c'était 1 milliard de francs CFA. Ça veut dire que avec 200 milliards détournés, vous imaginez combien de sociétés on pouvait créer. Donc, le Cameroun a été victime de cette malgouvernance-là. Donc, le premier responsable, il ne faut pas se leurrer, est le président Paul Biya. Parce que je voudrais apporter une parce réponse. Que lorsque vous avez un bilan à défendre, lorsque vous avez une mandature, vous avez une mission que le peuple vous a confiée. Si on voit que les choses ne s'améliorent pas, le premier responsable est celui qui est le premier Camerounais, c'est-à-dire que le président Paul Biya. Après vous, justement, André Luther, le chef de l'État absent est responsable de ce délitement de la situation économique au Cameroun. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position du MRC? C'est une position naïve. Je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, il y a des contre-vérités qui sont passées. Il y a eu une phase de crise économique où le Cameroun était contraint, n'est-ce pas, de passer à ce qu'on appelle les privatisations, c'est-à-dire pouvoir vendre plus simplement les entreprises à ceux qui ont les moyens. Mais le chef de l'État a sauvé la situation en concédant les concessions, c'est-à-dire que l'État a également le chiffre d'affaires dans les entreprises. Donc à ce niveau-là, il y a eu un certain nombre de problèmes, notamment avec ce problème de privatisation dû, n'est-ce pas, à la crise économique. Je voudrais également dire que ce n'est pas parce que les industriels camerounais ne communiquent pas qu'il n'y a pas des entreprises au Cameroun. Je vais vous faire des confidences. Il y a des entreprises. Celui qui livre le sel en Afrique subsaharienne est camerounais. Il y a Maïscam. Il y a également la Sodecoton qui est, n'est-ce pas, qui produit le coton le plus intéressant d'Afrique. Donc, c'est pas parce que les industriels camerounais qui ont des industries au Cameroun avec l'industrie de Kekem qui transforme du cacao, c'est pas parce qu'ils ne communiquent pas que cela veut dire qu'il n'y a pas d'industriels camerounais. C'est des contre-vérités que je voulais relever pour dire à ceux qui nous écoutent qu'il y a des choses qui sont faites, notamment dans le cadre, n'est-ce pas, de l'industrialisation du Cameroun. Mais l'aggravation de la corruption, sur cette question de l'aggravation de la corruption, qui serait du fait, selon le MRC, du président de la République qui est absent au moment où des soupçons de velléité de corruption sont portés à son attention et qu'il est demandé où sont les preuves permettant ainsi à ses collaborateurs pendant de nombreuses années de pouvoir piocher dans les caisses de l'État avant de se retrouver en prison sans que les Camerounais ne puissent avoir un remboursement ou un retour de ces fonds publics détournés. Je voudrais également préciser que dans la logique, n'est-ce pas, de l'industrialisation du Cameroun, le président Paul Biya, dans ses voyages de signature des conventions, voyage avec les hommes d'affaires camerounais, notamment parfois avec le président du JICAM et le président de la Chambre de commerce. C'est important que les Camerounais le sachent. En ce qui concerne la corruption, il est important de vous dire que les méthodes ne sont plus les méthodes dictatoriales du parti unique. Aujourd'hui, quand vous êtes accusé de corruption, vous passez devant les tribunaux. Il y a des enquêtes, on appelle cela l'instruction, où un procureur, effectivement, fait une enquête, je ne suis pas spécialiste, préparatoire. Et à la suite, il faudrait effectivement qu'il y ait des preuves qui démontrent que vous avez détourné. Donc, ce n'était plus à l'époque
que vous célébrez, où on prenait des gens disparaissaient parce que vous avez volé, où on tuait des gens parce qu'on a appris que vous avez construit une maison. Mais les droits de l'homme se sont installés et nous sommes dans un pays démocratique. C'est pour ça que ça cause des problèmes. Quand le président lui a demandé les preuves, effectivement, il faut des preuves pour sanctionner. Ce n'est pas un vain mot. Il faut des preuves. Et au-delà des preuves, il faut passer devant la justice. C'est pour que la justice vous établisse que vous êtes coupable. Mais je ne sais pas pourquoi ça fait un problème. Mais c'est sous la pression américaine. C'est sous la pression américaine que le Cameroun a mis sur pied des institutions pour lutter contre la corruption, la CONAC, et renforcer l'ANIF et mettre en place un contrôle supérieur de l'État. Mais malgré l'existence de ces 3 institutions, plus un tribunal criminel spécial, des actes de corruption, de détournement des deniers publics continuent d'être enregistrés dans la fonction publique et au sommet de l'État. Qu'est-ce qui explique cette situation? Est-ce que ça a un lien avec l'absence du chef de l'État, du fait qu'il se prononce très peu sur ces questions relatives à la corruption et au détournement des deniers publics? Non, c'est un complot contre l'État. C'est un complot contre l'État. C'est un complot contre le président de la République lui-même. Donc lui-même, il en est victime. Parce que je ne suis pas spécialiste de la finance. Lorsque quelqu'un détourne 2 milliards, notamment ça passe dans une banque. Et dans une banque aujourd'hui, il y a des règles que lorsque vous transférez de l'argent, une certaine somme, vous devez, n'est-ce pas, authentifier, dire d'où l'argent, l'origine de l'argent. Donc, vous comprenez donc que c'est un système extrêmement mafioso qui exerce au détriment, n'est-ce pas, du président de la République. Et je crois qu'il en a pris la mesure dans le cadre de l'opération Épervier où plusieurs ministres de la République, plusieurs camarades du parti ont été épinglés dans ce cadre-là. Mais il est important pour les Camerounais de comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut pas arrêter un monsieur X, on l'amène en prison, on bafoue ses droits, on doit avoir les preuves, il doit passer dans un tribunal et ce tribunal doit juger sa culpabilité ou pas. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Et c'est ça les contraintes de la démocratie que vous demandez et le respect des droits de l'homme. On en parlera de cette démocratie tout à l'heure. D'abord, Aristide Monod, sur cette méthode BIA, qui, selon André Luther, délègue les pouvoirs à ses collaborateurs, préfère la discrétion et l'efficacité. Mais est-ce qu'il y a véritablement une efficacité lorsque vous observez les critères de gouvernance et les conditions de vie des Camerounais? Cédric nous fait en évaluation des politiques publiques, donc c'est-à-dire ce que l'État décide de faire. Généralement, des évalués sont les consommateurs finaux de la politique publique. Tout ce que le président de la République fait, qui est le consommateur final? C'est le Camerounais lambda. Donc, pour qu'on puisse juger de l'efficacité de l'action du chef de l'État ou de sa performance, il faut qu'il y ait une incidence au niveau des casseroles à la maison. Il faut qu'il y ait une incidence au niveau de la santé des populations. Il faut qu'il y ait une incidence sur la sécurité des populations. Alors, si on mène une petite enquête, peut-être du côté de Ndokoti actuellement au marché, pour voir qui sont à l'abri de la famine aujourd'hui, combien de personnes sont à l'abri de l'insécurité des microbes, combien de personnes peuvent se payer une césarienne dans un hôpital. Donc, ce sont des éléments sur lesquels nous devons normalement s'appesantir pour évaluer l'action du chef de l'État. Parce que, comme le disait le professeur Eboussi, il revient aux convives de juger de la sapidité d'un plat. Ça veut dire que les gens que vous invitez à la maison sont ces gens qui doivent vous dire si le plat était bon ou pas. Ce n'est pas vous qui dites que bon, le plat que je vous ai gardé est bon. Allez interroger, allez questionner ces personnes si effectivement le plat que confectionne le président de la République est bon. Allez dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour aller voir si la méthode des silences présidentiels est porteuse. Allez au niveau de Kerawa, de Amchidi, allez interroger les populations de ce côté si la discrétion leur a apporté quelque chose au niveau des casseroles. Parce que c'est en fait ça le bien fondé de la présence du président de la République à la tête de l'État, c'est-à-dire le bien-être des populations. On peut avoir de beaux stades, on peut avoir des hôpitaux et autres, mais s'il n'y a pas une incidence sur le pronostic vital des populations, ça ne sert absolument à rien. Je ne dis pas que le président n'a pas bâti, mais on ne ressent pas cela au niveau de la base, au niveau des casseroles. Les casseroles doivent bouillonner. Donc c'est en fait là mon gêne avec
les méthodes présidentielles que mon cher Mekar reprend aujourd'hui. C'est une stratégie qui a été théorisée par François-Marc Modium, qui estimait qu'en fait c'est une bonne façon de fonctionner. Mais je dis, la bonne façon, c'est en fonction de l'efficacité. Mais moi, j'aimerais aborder la chose sur la responsabilité. Et pour y arriver, il faut vous interroger comment, qu'est-ce qui nous a amené à ce niveau. Je pense que au-delà de la peur du 6 avril 1984, il y a eu cet amour pour le pouvoir. Le président de la République a eu peur de perdre le pouvoir. Or, vous ne pouvez pas gouverner sans courir le risque de perdre le pouvoir. Sinon, vous aurez les mains liées. Vous avez vu comment Donald Trump s'est retrouvé dans une situation inconfortable. Or, il pouvait bien travailler juste pour la sécurisation de son pouvoir. Mais il a voulu faire l'American First, ainsi de suite. Et il s'est retrouvé avec une situation grave au point d'aller encombrer le grand rang des présidents élus d'Afrique. Donc, je pense que le président de la République a focalisé son règne autour de sa personne, autour de son maintien au pouvoir. Et immédiatement, il y a eu des individus qui l'ont vite compris et ils sont donc rentrés dans ce marché que le professeur, je pense, c'est Luc Sunjun, il parle de l'état seigneurial. Donc, c'est-à-dire des petits seigneurs se sont érigés dans les différentes régions du Cameroun en estimant au président de la République, bon, vous pouvez rester là-bas, nous on va travailler pour vous apporter la stabilité. Et ces petits seigneurs sont dans un système clientéliste, dans un système de rente. Chacun tire sa part. Ça a donc créé un boulevard, un autre système qu'on appelle la courtisanerie. C'est-à-dire des gens ne cherchent plus à travailler pour plaire au chef de l'État, mais plutôt à détourner de l'argent pour aller acheter les allégeances et être positionné au journal de 20h30 pour que le président confirme dans de ses propres yeux qu'ils sont des engagés ou des soutiens contestés. Donc c'est ce système-là qui a amené même la prédation. Parce qu'aujourd'hui, lorsque des gens se retrouvent dans des cérémonies en train de faroter, vous voyez que du point de vue éthique, du point de vue moral même, ça ne tient pas que dans un meeting pot, les gens se retrouvent dans une situation de corruption à ciel ouvert. Donc il y a eu tout ce système de sorte qu'à un moment donné, le président de la République n'avait plus la possibilité d'agir parce que lui-même, il a été pris dans la nasse de ce système des corbeaux et des renards. À un moment donné, le corbeau est dépendant des renards et les renards également sont dépendants du corbeau. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, le corbeau veut même quitter le pouvoir, mais les renards restent. Ils disent que non, on n'a pas encore fini. Ils continuent de dire au corbeau qu'il a une belle voix, et ainsi de suite. Et à chaque fois, il lâche les fromages. Il ramasse. Donc c'est ce système qui a donc fait en sorte que nous nous retrouvions dans cette situation. Le président de la République, je vous le dis aujourd'hui, peut être absent, mais pendant un an, le Cameroun restera toujours debout, comme il est là. Bon, quand je dis debout, avec ses crises et autres, le Cameroun restera toujours debout. Donc, on ne voit pas l'incidence. C'est pourquoi, à un moment donné, on se demande bien si le président n'a pas pris sa retraite depuis. Et il nous a laissé. Parce que tout ce qui est en train de se passer, moi, j'ai l'impression que tout ce que nous avons comme petite lutte politique et autres, ce sont des luttes qui sont menées par des héritiers. Ça veut dire que le président de la République n'est plus avec vous. Il est plutôt dans sa bulle, peut-être qu'il se préserve d'un AVC et tout, il préfère vous laisser et en même temps il agit lorsqu'il se rend compte que la situation est tellement grave. Donc ce système, ce régime de silence présidentiel, ma foi, s'apparente plutôt à un abandon total. Donc c'est-à-dire que le président de la République, à un moment donné, il est dépassé de ses créatures, il est dépassé de ceux à qui il a donné une bonne part de pouvoir. Vous voyez aujourd'hui la question du glissement de la canne. Je ne pense pas que dans son fort intérieur, le président de la République est vraiment fier du travail qui a été fait. Mais seulement, il n'a plus moyen parce qu'il est dans des alliances très scellées entre les renards et lui. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le président de la République doit faire extrêmement attention à son entourage. Mais pourtant, c'est lui qui a été réélu par les Camerounais. Ses supporters et ses partisans le clament. Au soir de l'élection présidentielle de 2018, comment expliquer justement ce silence, le fait qu'il soit reclus dans un silence assourdissant depuis de nombreux mois? Il faut dire que les silences présidentiels, ça ne commence pas aujourd'hui. Le président de la République
a été toujours discret au-delà de ce qui avait été fait dans des années 90. Le président de la République est un élément très discret. Est-ce que vous savez que c'est récemment, je suivais un élément sur la chaîne nationale, c'est là que je me suis rendu compte que le président de la République avait de bonnes capacités d'expression en anglais, donc il s'exprime bien en anglais. J'ai vu l'été, je pense qu'il y avait eu quelque chose, il y avait eu éruption du Mont Cameroun, le président de la République était dans la foule, il s'exprimait. Or aujourd'hui, à un moment donné, vous voyez un président en pleine cérémonie d'ouverture d'un sommet du Commonwealth, prendre le papier et lire un discours en français. Alors que nous sommes quand même l'un des rares pays bilingues dans ce monde entier, et nous sommes dans le Commonwealth, mais le président de la République prend et il lit en français. Alors vous posez donc la question de savoir que nous manque-t-il. À un moment donné, moi j'ai l'impression que ce ne sont que peut-être des spécialistes de la métaphysique ou alors des psychologues qui peuvent bien nous expliquer en fait le phénomène Paul Biya, parce que c'est un phénomène qui n'arrive pas à être bien capté par la sociologie. Donc peut-être qu'il faut convoquer des savoirs un peu plus élevés que la sociologie pour comprendre effectivement ce phénomène. Vous avez des individus qui ont mis le président en difficulté sur des dossiers délicats de la République, mais curieusement, ces gens s'en sortent avec des mentions. Justement, après vous, avant que vous ne réagissez, André Luther, permettez à Edmond Kambia de pouvoir en dire un mot sur la stratégie de gouvernance au Cameroun à l'an 38 du renouveau. Quel regard portez-vous sur ces méthodes, sur ces silences présidentiels et cette stratégie de délégation du pouvoir en ces heures graves où le pays est confronté à une crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et des défis sécuritaires dans plusieurs autres régions avec un bras de fer entre l'opposition et le pouvoir sur les questions de réforme électorale? Sur les silences présidentiels, qui a fait l'objet de toute une thèse de doctorat PhD d'un confrère de la CATV, je ne reviendrai pas là-dessus, mais je vais simplement dire que on ne ressent pas une efficacité à travers le silence présidentiel. On ressent plutôt le contraire. C'est-à-dire, c'est une situation de torpeur, d'engourdissement, de léthargie, d'inefficacité, d'indifférence totale, qui fait en sorte que les Camerounais ne savent plus à quel sein se vouer. Voyez-vous, la crise qui secoue depuis 4 ans les régions du nord-ouest et du sud-ouest nous montre très bien les conséquences du silence présidentiel. Une seule fois, le chef de l'État a pris la parole quand il a décidé de lancer la guerre contre les sécessionnistes. C'est la seule fois où il a pris la parole pour dire que ceux-là ne vont pas nous dépasser. Il y a eu le maquis, il y a eu la guerre contre les rebelles, les maquisards. Ce n'est pas ceux-là qui vont nous dépasser. Il a pris la parole une seule fois. Il n'a plus jamais pris la parole. On ne l'a plus jamais ressenti sur cette question-là. Et même dans les moments les plus sensibles, et je tiens à le dire, et l'un des moments les plus sensibles où on aurait dû le plus ressentir sa présence, c'était le 24 octobre dernier. Le massacre des enfants, de ces 7 enfants décédés, tués de façon inhumaine, innommable, insoutenable. Mais il a adressé ses condoléances au gouverneur de la région et aux familles dûment éprouvées. Qu'est-ce que vous attendiez d'autre du président de la République? Si je voulais parler comme au quartier, j'allais dire à quelle heure? À quelle heure a-t-il adressé ses condoléances? À quelle heure a-t-il décrété le deuil national? Où était-il le jour où lui-même a décrété le deuil national? Parce qu'à des moments aussi importants, ailleurs on le voit, en Afrique comme partout ailleurs, le chef de l'État doit être présent. Sa présence à Kumba aurait apporté plus que tout le reste, plus que tout, sa présence personnelle, physique, aurait apporté beaucoup le même jour 24 octobre. Passons le 24 octobre. Deuil national, c'était un samedi. Ce jour-là, le président de la République a été absent une fois de plus. Ni lui, ni le couple présidentiel. Ailleurs, un deuil national
le chef de l'État, on le voit. Il est soit sur le terrain, on aurait même dû le voir lors des obsèques où le Premier ministre l'a représenté. Il aurait pu être là ce jour-là. Donc, la stratégie du silence et de l'absence l'éloigne, le déconnecte tous les jours un peu plus du peuple camerounais qui l'a élu. Et cette déconnexion progressive et durable, je dis bien progressive et durable, nous montre que on peut se poser des questions. Est-ce que Paul Biya est encore avec nous? Où est Paul Biya? Est-ce que les hautes instructions qui relèvent d'un communiqué signé par le secrétaire général de la présidence de la République sont vraiment de Paul Biya? Est-ce que tous ces textes qui nomment les autorités administratives et autres sur haute instruction sont effectivement de Paul Biya, que nous ne voyons pas, dont on a entendu parler pour la dernière fois le 19 mai 2020? Ce ne sont que des questions pour montrer l'inefficacité de la théorie de l'absence et du silence. Ça inquiète. Ça ne peut qu'inquiéter tout citoyen normal dans une république. Et nous comprenons pourquoi, à un moment donné, un leader politique a déclenché la procédure de la vacance de la présidence de la République. Et je pense que l'actualité y est encore. Parce que aujourd'hui, nous voyons une bataille réelle au sein du RDPC, au sein de la majorité présidentielle, que l'on peut désigner la lutte de succession. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y a une personne qui est en pole position. Parce qu'il a la possibilité de recevoir les hautes institutions qu'il peut transmettre au Premier ministre, chef du gouvernement. Et la dernière fois, c'était à travers le secrétaire général des services du Premier ministre. Regardez la manière indécente par laquelle le secrétaire général des services du Premier ministre de la présidence s'adresse au Premier ministre, chef du gouvernement. Il doit normalement adresser un courrier. Si ce sont les institutions du président de la République, le secrétaire général des services de la présidence de la République doit l'adresser au Premier ministre, chef du gouvernement. Il n'a pas besoin de passer par son secrétaire général qui doit le lui transmettre. Puis, on a vu, il a même personnellement, parce qu'il est ministre d'État, secrétaire général des services de la présidence de la République, mais il a même envoyé des copies à des ministres en fonction, sans passer par le Premier ministre. Le Cameroun est-il encore normalement gouverné? Ce sont des questions qu'un citoyen normal, qu'un juriste, qu'un politologue doit se poser sur la manière dont nous sommes gouvernés. Et je voudrais dire pour chuter que, avec les événements récents, à Kumba, à Limbé, à Koumou, sur lesquels on va peut-être revenir, avec la situation qui est arrivée à son excellence, à son éminence, le cardinal Christian Toumi, nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. Quand on commence à interpeller, à arrêter, à kidnapper des autorités morales, comme le cardinal Toumi dans une république, et le chef de l'État est silencieux. Non, non, non. Après vous, Edmond Kamgia, André Luther, sur ce silence du président de la République devant la multiplication des enlèvements, des kidnappings et des meurtres dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, comment expliquer une telle situation, une telle absence du chef de l'État au moment où la crise, elle, est en train de s'enliser dans le nord-ouest et le sud-ouest? Je voudrais d'abord, en ma qualité de représentant du RDPC, rassurer M. Edmond Kamgia que le président est avec nous et peut-être qu'il vous regarde. Je voudrais vous rassurer du fait que le président est présent à travers ses décrets, à travers ses ministres dont il a délégué le pouvoir. Je voudrais également signifier à votre intention, si vous n'étiez pas mon aîné, j'aurais dit que vous êtes jeune. Parce qu'il y a une différence entre la prise de parole d'un patriarche, d'un doyen, et la prise de parole d'un jeune. En Afrique, et notamment dans la tradition africaine, un doyen, un sage, ne prend pas la parole n'importe comment, ne prend pas la parole n'importe où, et ne prend pas la parole chaque fois. Parce que la parole du sage est magico-performative, c'est-à-dire elle prend corps et sens et s'incarne dans les êtres. Donc, je voudrais vous dire que le président Paul Biya a une manière d'exprimer son pouvoir. La preuve, aujourd'hui, vous le revendiquez à corps et à cri.
Et vous le revendiquez non pas seulement parce que vous l'aimez, mais parce que vous voulez déclarer une défaillance. Pourtant, le président Paul Biya est là. Parce que il est important aujourd'hui pour les politologues de voir que la stratégie du président Paul Biya a marché. Elle a marché sur quel plan, André Luther? Sur le plan de la réserve et de la discrétion. Et je crois que je suis en train d'entrer à cette école. Lorsque nous voyons ce que ça a valu à Trump, lorsque nous voyons ce que ça a valu à Sarkozy et un certain président en Guinée-Conakry. Mais vous citez les présidents Sarkozy, par exemple, qu'on a vu présent lorsqu'il y a eu des attentats survenus en France au moment où il était chef de l'État. On l'a vu plusieurs fois à recevoir des Français qui avaient été victimes soit d'enlèvement ou de kidnapping pour les rassurer. On a vu comment il est monté au créneau pour procéder à la libération des ressortissants français à l'étranger, avec même son épouse aussi qui s'est aussi montrée tout à fait sensible à ces questions-là. Mais pour le compte du président de la République, au-delà des condoléances adressées aux familles du roman éprouvé dans le cadre de la crise anglophone, pourquoi il ne s'est jamais rendu dans le nord-ouest et le sud-ouest? Pourtant, il y était pour célébrer le cinquantenaire à Buea. Pourquoi cette fois-ci, il n'y va pas encore afin de calmer les esprits et rassurer les populations? Je voudrais vous rassurer que les communicateurs ont théorisé la manière de gouvernance, la présence des chefs de l'État, en prenant pour exemple dans la communication transformative de Sarkozy qui était surexposé médiatiquement et qui multipliait les erreurs, et notamment aussi de M. Trump. Donc, l'école du président Paul Biya est une école à suivre. Mais est-ce que rendre visite, aller sur les lieux du deuil national pour s'incliner devant la mémoire de ces enfants qui ont été massacrés à Kumba, est-ce que ce serait une erreur de communication de la part d'un président de la République qui dit être élu par ses populations aussi, celles du nord-ouest et du sud-ouest? Est-ce que s'y rendre serait une erreur, selon vous? Je voudrais vous interpeller que dans le cérémonial de l'État, il y a un protocole d'agissement. C'est-à-dire qu'on commence par le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, le ministre, le Premier ministre. Et en ce qui concerne les délégations de pouvoir qui ont été conférées au Premier ministre, le Premier ministre gère la situation. Il est l'homme de la situation et je crois que le Premier ministre est en train, n'est-ce pas, de maîtriser la situation. Mais les Camerounais ont élu le président de la République, ils n'ont pas élu le Premier ministre. Alors, ils demandent des comptes au chef de l'État du Cameroun. Comment donc expliquer qu'il se substitue derrière le Premier ministre, alors au lieu d'être au devant de la scène, comme on le voit avec d'autres chefs d'État africains? On voit le président Kagame qui lui aussi multiplie les sorties à la fois sur le terrain, des sorties médiatiques pour montrer aux Rwandais que c'est lui qui gouverne le pays et qui donne des orientations stratégiques et qui veille à l'application de ces mesures présidentielles. On le voit dans d'autres pays, au Sénégal par exemple, et même au Nigeria où Muhammadu Buhari a réagi après les manifestations des jeunes dénonçant les bavures policières. Pourquoi au Cameroun il y a une autre méthode qui, selon les panélistes ici présents, n'a pas une efficacité probante sur le terrain? Merci de transformer les missions en une interview exclusive. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que dans la méthode de délégation du pouvoir, il y a des étapes. Et en ce qui concerne la méthode du président Paul Biya, la délégation du pouvoir qui a été léguée au Premier ministre est d'actualité. Et je voudrais vous signifier que c'est vous qui vous substituez au peuple. Parce que vous n'êtes pas le peuple. Si le peuple exprime, je ne sais pas, dans des mécanismes qui leur sont propres, qui voudront rencontrer le président ou que le président vienne à une manifestation, le président avisera. Mais ne vous substituez pas au peuple. Vous n'êtes pas le peuple. Après vous, André Luther, Pierre-Emmanuel Bignam, la crise anglophone perdure. Le Cameroun est en train d'observer une nouvelle étape de cette crise avec un point culminant, celui du massacre des enfants dans une école, des actes de torture contre des élèves contraints de se déshabiller, de courir dans l'enceinte de cette école à Limbé et l'enlèvement du cardinal Christian Toumi. Comment expliquer une telle situation et quel lien faites-vous avec la gouvernance actuelle? Dans ma coutume, on pleure 3 jours. Et il y a le lavement des mains qui se fait une semaine après.
Mais dans le cas exceptionnel de ce qui s'est passé à Kumba, je n'ai pas encore eu l'occasion officiellement sur un plateau de télé d'adresser mes condoléances aux familles durement éprouvées. Donc je profite de cette tribune pour adresser mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont été frappées, qui ont perdu les enfants à Kumba ce 24 octobre dernier. Et c'est d'ailleurs la position de mon parti, le MRC, à travers le président élu et le président national, Maurice Kamto, qui a adressé ses condoléances à ces familles durement éprouvées. Mais on ne s'est pas limité à adresser les condoléances. Le MRC a également proposé des sorties de crise. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous n'allons pas passer le temps à pleurer. Comme je vois certaines tendances qui multiplient les deuils et les descentes à Buea. Le ministre Atangandi, le ministre de l'administration territoriale, a déjà fait je ne sais même pas combien de descentes là-bas, au point où aujourd'hui les gens qualifient même ces larmes de crocodile. Pourquoi? C'est une théorie qui peut quand même être expliquée, parce que il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour ne plus pleurer. Cameroun pleure depuis pratiquement 30 ans aujourd'hui. Cameroun pleure depuis le moment où le président Paul Biya a fait semblant de nous donner le pluralisme et la démocratie, et l'a conservé par derrière avec une autre main invisible, et qui est une main de fer. Le Cameroun pleure sous une dictature policière. Tout à l'heure, mon frère André Meka était en train de parler du respect de la procédure d'arrestation dans le cadre des détournements des deniers publics. Mais je vais lui dire que le Cameroun ne respecte aucune procédure d'arrestation. Ils le font peut-être pour leurs camarades du RDPC lorsqu'ils sont indexés d'avoir détourné des deniers publics, mais ils ne le font pas lorsqu'il s'agit de traiter une question qui relève de la politique de notre pays. Lorsqu'il faut mettre la main sur les acteurs politiques et des leaders politiques, on a vu dans quelles conditions ils ont mis à résidence surveillée le président élu Maurice Kamto. On a vu dans quelles conditions ils sont allés arrêter Bibou Nissak, dans quelles conditions ils ont enlevé le professeur Alain Fogué, dans quelles conditions ils ont enlevé le responsable national de MSC en charge de la mobilisation, Pascal Zamboué. On a vu dans quelles conditions ils sont les membres des forces pour le changement qui ont manifesté le 22 septembre. Jusqu'à ce jour, on a vu dans quelles conditions ils ont été déportés. Ils ont été déportés des cellules où ils ont été arbitrairement détenus pendant plus d'un mois pour des prisons comme Kondengui et Newbel, pour le cas de ceux de Douala. Donc le Cameroun a pourtant un nouveau code de procédure pénale, mais qui ne respecte pas. Nous avons tellement reculé en matière de liberté individuelle et collective. Et c'est dommage aujourd'hui. Pour ce qui concerne Gbagbo, avant même Gbagbo, j'aimerais également rappeler à mon frère André Meka que le président Paul Biya, c'est un patriarche, oui, mais dans notre coutume, les patriarches restent au village. Les patriarches ne sont pas aux affaires. Les patriarches ne sont pas aux affaires. Et nous sommes dans une république. On n'a pas besoin d'un patriarche à la tête de notre État. On n'a pas besoin d'un patriarche. On a besoin d'un président de la République qui est présent, parce qu'il est le premier Camerounais, parce que la Constitution lui accorde d'être garant de la sécurité des Camerounais, de la santé des Camerounais, de l'éducation de nos enfants. Donc on a besoin d'un chef de l'État qui, après le drame de Kumba, du 24 octobre dernier, se prononce, va au devant de la scène, fait des descentes sur le terrain pour confirmer qu'il est en charge de la promotion de l'éducation. Parce qu'il s'agit là d'un acte qui interdit nos enfants du nord-ouest et du sud-ouest d'avoir accès à l'éducation, qui est un droit inaliénable pour tous les enfants dans le monde entier. Donc c'est ce genre de chef de l'État dont nous avons besoin. La question sur la vacance du pouvoir, je survole rapidement aujourd'hui, n'est plus à démontrer. C'est une question qui a lieu d'être posée.
Raison pour laquelle le président élu Maurice Kamto a annoncé la vacance du pouvoir du président Paul Biya depuis plus de 6 mois aujourd'hui. Et c'est un monsieur qui est en avance sur son temps. Les événements d'aujourd'hui lui donnent raison. Comment est-ce qu'on peut expliquer que ce qui s'est passé à Kumba le 24 octobre dernier, qui a interpellé presque tous les grands leaders du monde, jusqu'au souverain pontife, le pape, qui a fait une vidéo pour s'indigner, et le président Paul Biya est resté bouche bée, sans aucune sortie, même pas une photo, le jour du deuil national. Et c'est pour ça que moi je pense à un moment donné, le président Paul Biya et son régime, sincèrement, se moquent des Camerounais. Soyons un peu sérieux. Nous savons que dans les entreprises, pour ceux qui travaillent, et même ceux qui sont dans la fonction publique, lorsqu'on vous donne les jours de congé, que vous avez par exemple, vous avez perdu un parent, on vous donne les jours de congé, on vous donne les jours qui sont ouvrables. Si on vous donne les jours de permission pour aller célébrer un deuil, ces 3 jours, c'est des jours ouvrables. On ne compte pas samedi et dimanche. Lorsque vous décrétez un jour de deuil national samedi, vous vous moquez de qui? Le deuil national voudrait que tout le monde souffre ce jour. Tout le monde se sent meurtri. Celui qui voulait ouvrir sa boutique pour se faire un peu d'argent et du bénéfice, qu'il la ferme, et c'est pour lui une forme de sacrifice et d'empathie qu'il apporte à l'endroit des familles qui sont en train de souffrir, et une forme d'indignation pour dire plus jamais ça. Mais lorsque samedi, où les gens sont paisiblement chez eux, plus de 80% de Camerounais ne travaillent pas le samedi, vous décrétez ce jour deuil national. Et de surcroît, on ne voit même pas une photo de vous, ni de la première dame, en train de compatir avec ses compatriotes qui ont perdu leurs enfants. Je pense que c'est un foutage de gueule à un moment donné. Pour ce qui concerne la crise anglophone, la question de savoir pourquoi on en est là aujourd'hui, tout le monde connaît déjà d'où est-ce que ça vient. La question, la problématique qui nous interpelle aujourd'hui, c'est comment sortir de cette crise-là. Voilà pourquoi j'ai préalablement indiqué que le deuil est fini. Maintenant, comment sortir de cette crise-là? Cessons de pleurer. Il est temps de poser des actes. Et les actes qu'on doit poser aujourd'hui, le premier préalable, c'est le cessez-le-feu. C'est ce que le MRC a toujours clamé, annoncé. Le cessez-le-feu. Il faut immédiatement aujourd'hui négocier un cessez-le-feu. Je suis d'accord lorsque les gens disent que l'armée républicaine ne dépose pas les armes, puisque c'est l'armée qui doit veiller sur notre sécurité. Je suis d'accord. Les sécessionnistes, dans le cadre du cessez-le-feu, doivent déposer les armes. Mais il faut que ça soit négocié. Il faut que ça soit négocié parce que lorsque l'UNITA, en 1991, à travers son leader Jonas Savimbi, a voulu déposer les armes, ça a fait l'objet d'une négociation. Lorsque les FARC ont voulu déposer les armes, ça a fait l'objet d'une négociation pour ce cessez-le-feu-là. On négocie le cessez-le-feu. Il faut immédiatement le cessez-le-feu. Il faut une médiation internationale. Les enquêtes, on a fait beaucoup d'enquêtes, celle de Ngarbou. On a vu ce qui s'est passé avec l'enquête de Ngarbou. Cela n'empêche pas que le MSC a également proposé qu'il y ait une enquête internationale indépendante sur ce qui s'est passé à Kumba. Mais les résultats d'enquête, jusqu'à ce jour, ça ne nous a pas abouti à grand chose. Il n'y a pas eu changement avec les résultats d'enquête. Alors, justement, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un cessez-le-feu. Votre position est bien comprise. Edmond Kangia, avec le kidnapping du cardinal émérite Christian Toumi, quel impact sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? À quoi faut-il s'attendre lorsqu'on sait que les États-Unis sont dans un leadership international sur la question de la résolution de la crise anglophone, avec l'arrivée d'une nouvelle administration qui va se mettre en place d'ici janvier 2021? À quoi faut-il s'attendre dans les tout prochains jours? D'abord, je voudrais dire ce que j'ai ressenti lorsque j'ai appris la nouvelle de l'enlèvement, du kidnapping de son éminence, le cardinal Christian Toumi, et de tous ceux qui l'accompagnaient dans cette délégation-là. Je me suis dit, ceux qui l'ont fait, est-ce qu'ils se rendent compte du mal qu'ils font, non seulement à eux-mêmes, au-delà du cardinal Toumi, mais à tout le peuple camerounais? Et finalement, l'impact que cela va faire sur le déroulé, sur la crise
anglophones? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils ont fait? D'abord, le cardinal Christian Toumi a fêté le 15 octobre dernier ses 90 ans. À cet âge, on est fatigué et j'étais avec lui le jour de son anniversaire. Il était vraiment fatigué. Il est d'une santé fragile. Mais ce qui, moralement, me remonte, c'est que il n'a jamais cessé de dire qu'il est toujours prêt à aller sur le terrain. Si c'est pour apporter la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il est prêt à le faire, même jusqu'à 100 ans, si Dieu le prête vie. Et dans le cas d'espèce, pourquoi s'est-il retrouvé dans cette zone, au niveau de Kumba, dans cette région, à ce moment précis? C'était dans une entreprise de médiation. Dans la médiation. Donc il poursuit le travail qu'il a toujours fait, naturellement, depuis qu'il est prêtre, avant d'être évêque, avant d'être archevêque, avant d'être cardinal. C'est un homme de paix. Donc il était là-bas pour négocier le retour du chef d'un sort dans sa chefferie. Vous savez que c'est quelqu'un qui était en exil depuis 2-3 ans. D'ailleurs, dans la plupart des chefs du coin, du nord et du sud-ouest, ne sont plus dans leur chefferie. Et nous rappelons la doléance que ces chefs avaient fait auprès du Minat pour dire que nous ne sommes pas en sécurité. Tant que nous ne sommes pas dans nos chefferies, tant que nous ne sommes pas en harmonie avec notre peuple et nos ancêtres, nous ne pouvons pas protéger nos sujets, entre guillemets. Et c'est un travail pour lequel le cardinal a estimé qu'il est important qu'on résolve cette crise-là. Parce que même les cultures, c'est-à-dire la culture des peuples du nord et du sud-ouest est en danger. À cause de cette guerre. Parce que les chefs traditionnels sont des autorités traditionnelles. Et c'est important que ces autorités retournent là où ils ont été par la notabilité coutumière, par la communauté, investis d'une mission que leur ont accordé le peuple, les communautés et la tradition linéaire et royale. Parce que c'est seulement par leur présence que les ressortissants de ces régions-là peuvent, dans un premier temps, être en sécurité. Et ensuite, il y a la sécurité qu'apporte l'État. Donc, le cardinal Toumi n'était pas là-bas en villégiature. Et il a toujours montré sa disponibilité à discuter chaque fois qu'il faut apporter la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Rappelez-vous, il était au Grand Dialogue National. Et je m'en souviens. Il y a certains qui avaient critiqué sa présence au Grand Dialogue. Parce qu'ils n'avaient pas compris que le cardinal Toumi a toujours dit, là où je peux être utile pour qu'il y ait la paix, je serai. Il a présidé une commission là-bas. Et son grand regret aujourd'hui, c'est que sa présence là-bas n'a pas apporté, au Grand Dialogue National, n'a pas apporté les fruits escomptés. Il y a eu des recommandations, mais la majorité des recommandations, et spécifiquement celles qui auraient pu aider à faire avancer la crise anglophone, n'ont jamais été implémentées. Et le fameux texte sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées n'apporte rien, je dis bien rien, parce qu'il faut encore une loi qui donne un contenu spécifique au statut spécial. Au statut spécial. Ça n'existe pas. Et il regrette. Il a un regret profond parce que ça n'avance pas du tout. Mais lui, concrètement, il estime qu'il faut discuter avec, y compris les leaders sécessionnistes qui sont sur le terrain. Il faut discuter avec eux. Il faut discuter avec eux. Je ne dis pas qu'il est descendu là pour discuter avec eux, mais c'était pour ramener le chef d'un sort dans sa chefferie. Je suis heureux que ceux-là aient compris qu'ils n'ont aucun intérêt à garder, à enlever, à mettre en otage le cardinal Christian Toumi. Je leur demande, je leur prie, s'ils écoutent cette émission, de libérer toutes les autres personnes qui ont été arrêtées avec le cardinal Toumi. Il faut les libérer tous, de montrer leur bonne foi dans la résolution de cette crise anglophone et de tout faire pour être disponible pour un dialogue inclusif s'ils sont interpellés dans le cadre d'un véritable dialogue inclusif qui va permettre d'atteindre le cessez-le-feu. Et je leur dis aux ambazoniens, s'ils m'écoutent, le secrétaire général de l'ONU, la communauté internationale, vous suit attentivement. Certains parmi vous ont montré leur disponibilité au dialogue pour obtenir un cessez-le-feu. Je souhaite que tous les autres, comme Aïk Sissoko Tabé, et ceux qui sont disponibles pour un véritable dialogue, le fassent au moment où ils seront appelés à discuter de manière sereine dans un cadre approprié. Et le regard de la communauté internationale pourrait changer d'ici
la prise de pouvoir effective de Joe Biden aux États-Unis. Avec vous, Aristide Monod, un processus électoral suivi de près par les Africains, celui des États-Unis, qui a abouti à l'élection du 46e président américain, Joe Biden, sa colistière Kamala. Alors, sur ce processus électoral, sur cette capacité de pouvoir procéder au décompte des bulletins, des voix exprimées dans un pays où plus de 100 millions d'électeurs sont exprimés, en l'espace d'une semaine, d'avoir des résultats, d'avoir une contestation du scrutin et d'avoir un président en place qui perd les élections et où la fraude est minimale et presque inexistante. Quel regard portez-vous sur ce scrutin aux États-Unis et quelles leçons tirer pour le Cameroun? Cédric Mouffelé, je sais que nous sommes tenus par le temps. Permettez-moi d'aller néanmoins de donner mon avis sur la crise anglophone rapidement, en 2 minutes. Déjà, il faut rappeler qu'il n'y a aucune violence qui soit aveugle, même des groupes qui sont qualifiés d'hyper-extrémistes et terroristes, il n'y a aucune violence aveugle. Toutes les violences qui sont portées par des groupes terroristes sont des violences stratégiques et tactiques. Donc ça rentre en fait dans un répertoire d'action bien défini, rationnel et élaboré. Pour ce qui est du NOZO, il faut dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, en fait, au-delà de la terrorisation de l'ennemi, la terrorisation de l'environnement, à travers ces kidnappings et autres, il y a un idéal qui doit être perçu, c'est en fait la communication, c'est de passer un message. Le premier message, c'est celui de démontrer qu'en fait, au-delà de tout le déploiement qui a été mené depuis pratiquement 4 ans, les Amazoniens tiennent quand même quelques poches et mettent en difficulté nos unités de défense et de sécurité. Donc, ils réaffirment en fait leur engagement à travers ces violences et également l'option de la faillite totale du fonctionnement de l'État à travers son système éducatif, c'est-à-dire qu'il faut fragiliser ce système de ce côté-là et permettre à l'État d'être totalement totalement en défaillance. Voilà. Et maintenant, le troisième message qui est passé à travers cette recrudescence, qui prend quand même corps après le Covid, parce que j'avais expliqué une fois que les Amazoniens ne pouvaient pas intensifier leur combat durant la crise du Covid parce qu'ils attendaient, ils aiment des moments d'aération de l'espace médiatique pour pouvoir communiquer parce que tout ce qu'ils font là, c'est de la communication. Alors, le troisième message, donc, c'est celui de les aspirations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on cherche à forcer à tout prix et à tous les prix le dialogue avec l'État. Et il faut qu'à un moment donné, des stratèges, des sécuritaires de l'État arrivent à lire ce message, à l'interpréter pour enfin trouver quelque chose qui pourra nous faire sortir de cet enlisement. Donc c'est un message à saisir. Comme je le disais, il n'y a aucune violence aveugle et la finalité de toute guerre, c'est la paix. Donc même les Amazoniens sont fatigués de bagarrer. Seulement, ils sont jusqu'au boutiste parce qu'il faut tenir à un certain idéal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le président de la République a initié un dialogue. Et lorsqu'il a pensé ce dialogue en 2019, c'était pour discuter avec les Amazoniens, non pour discuter avec ses camarades de parti. Mais malheureusement, la chose a été transformée en un petit conclave, intra-RDPC. Et pourtant, on s'attendait à ce qu'il y ait une discussion entre l'État et ceux qui tiennent la guerre. Comment est-ce qu'on peut engager un dialogue sans discuter avec l'autre parti? On a présenté des gens qui n'avaient rien à voir avec la crise sur le terrain. Donc, il faut à tout prix revenir et corriger le grand dialogue national. Maintenant, pour ce qui est des États-Unis, je pense qu'il y a 3 leçons à tirer. La première, c'est déjà la démocratie américaine qui va au-delà des individus. Les institutions sont assez stables de ce côté-là. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on n'a pas eu besoin d'aller encercler, boucler les domiciles des acteurs politiques pour faire entendre, faire rentrer M. Donald Trump ou M. Biden
dans la raison. On n'a pas eu besoin d'un déploiement pour dire... Donc, je pense qu'au-delà de tout ce qui a été dit, Donald Trump s'est autoproclamé vainqueur. Il n'y a pas eu de représailles. Donc, voilà ce que nous devons d'abord tirer comme premier élément. Deuxième élément, deuxième leçon, c'est que on a été tous admiratifs de la tension positive durant toutes ces élections. On a vu comment est-ce que le peuple américain était en ébullition, comment le monde entier était en ébullition. Donc c'était un jeu accréant. Alors, qu'est-ce qui fait un jeu accréant? Ce n'est pas forcément le manque... c'est pas forcément la plus-value des acteurs locaux, parce qu'il y en a un peu partout, mais le problème c'est celui du système qui permet à ce qu'il y ait une certaine émulation et que les acteurs puissent se mouvoir de manière libre. Or, dans nos démocraties très précaires d'Afrique, on se retrouve dans un système asymétrique total, donc c'est-à-dire qu'il y a l'opposition qui est ligotée, il y a les ressources qui sont privatisées par un seul acteur, et l'arbitrage du jeu ne permet pas à ce qu'il y ait quand même une certaine tension dans le match. Parce que si vous voulez livrer, si vous voulez avoir un match de facture Real de Madrid contre Barça, il faut s'arranger à ce que tous les joueurs du Real soient au stade et soient dans de bonnes conditions, même du côté du Barça. Mais si vous emprisonnez certains joueurs, peut-être le PSG, vous emprisonnez Neymar et autres, et vous attendez un jeu assez tendu, je pense que nous sommes là plutôt dans la chimère. Maintenant, la troisième chose sur laquelle il faudra insister, c'est les espoirs qui sont fondés sur Kamala Harris. Je pense que le simple fait d'être noir ne suffit pas. On a eu Barack Obama qui a tué Kadhafi à un moment donné. Donc, moi, je ne suis pas vraiment très partisan de cette esclavation des luttes locales. Si nous avons des luttes à mener ici au Cameroun, que le peuple camerounais prenne en fait ses responsabilités et définisse le cadre dans lequel il veut évoluer. Mais s'il faut attendre à chaque fois qu'il y ait une main étrangère, mais rassurez-vous, la main étrangère a toujours une note à payer. Il y a un service après-vente. On ne va pas porter accusation à un ancien président américain. Il faut noter que les États-Unis étaient intervenus en Libye dans le cadre d'une résolution qui avait été adoptée par l'ONU. Et ensuite, il y a eu, bien sûr, la tuerie de Muammar Kadhafi. André Luther, sur l'arrivée d'une nouvelle administration aux États-Unis, le Cameroun a vu Elecam qui s'y est rendu après avoir obtenu des visas de la part de l'ambassade des États-Unis au Cameroun pour pouvoir observer le processus électoral. On a vu des institutions en charge d'organiser les élections aux États-Unis qui sont restées sereines malgré les propos du président sortant Donald Trump invoquant des cas de fraude qui n'ont pas été confirmés après le recomptage des voix dans des États clés aux États-Unis. Comment appréciez-vous ce processus électoral qui, en moins d'une semaine, a permis de connaître le vainqueur d'une élection présidentielle, élection à laquelle ont participé des centaines de millions d'électeurs américains? Je voudrais d'abord signifier que l'élection américaine ne m'intéresse pas en tant que telle. L'élection américaine m'intéresse par rapport à l'Afrique. Et c'est important aussi de préciser que c'est une élection des grands électeurs. Et de souligner au marqueur que le président Trump a effectivement dénoncé les fraudes et a dit qu'il va saisir la justice. Ça veut dire que les États-Unis ne sont pas un modèle en ce qui concerne les élections. Ce qui me concerne, c'est la relation des États-Unis, pays amis, par rapport au Cameroun et à la crise anglophone. Parce que je tiens à préciser, et tous les Camerounais doivent le savoir, que les commanditaires de la crise anglophone sont hébergés aux États-Unis. Et les Camerounais doivent savoir qu'il y a des ordres monstrueux qui sont donnés et dont ceux qui opèrent en bourse exécutent. On ne peut pas éventrer son fils parce qu'on veut faire pression à sa mère. On ne peut pas tuer son propre peuple parce qu'on veut faire pression au gouvernement. C'est luciférien, c'est satanique. Donc, il est important aujourd'hui que vous sachiez et qu'ils sachent qu'ils ont nourri effectivement leur propre bourreau. Parce qu'ils sont en train de tuer les Camerounais, ils sont en train de tuer, n'est-ce pas, nos enfants.
C'est pour ça que je parlais effectivement du fait que les États-Unis doivent prendre conscience de cette tuerie. Je voudrais également signifier ici que le cardinal Toumi n'a pas été enlevé, c'est du théâtre. Le cardinal Toumi a certainement été invité à un dialogue, à un message, parce que j'ai vu plusieurs vidéos où il y avait des échanges. Parce que je suis convaincu qu'ils ne peuvent pas enlever un cardinal de l'Église catholique, un prince de l'Église catholique du Vatican. Comme je suis convaincu qu'on ne peut pas arrêter le fils de la prêtresse de Takumbeng, qui est John Fundi. Donc, c'est des choses qu'ils savent, et ils doivent venir nous dire la vérité. Ils doivent venir nous dire la vérité. Ils doivent dire la vérité aux Camerounais pour que cela cesse. Parce que le bal des hypocrites doit s'arrêter, où des gens nourrissent les terroristes, parce que ce n'est même plus du sécessionnisme, c'est du terrorisme, parce que le sécessionnisme est une philosophie, c'est une idéologie pour un certain nombre, n'est-ce pas, d'activités par rapport au pays qu'on veut créer. Mais là, c'est du terrorisme, c'est pratiquement, n'est-ce pas, le carnage. Si j'ai compris, André Luther, j'aimerais, avec Edmond Kambia, en un mot, qu'est-ce qui va changer dans les rapports entre les États-Unis et le Cameroun? Une nouvelle administration arrive, administration Biden, elle va être installée d'ici le mois de janvier 2021. On connaît la position des États-Unis sur la gestion de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Qu'est-ce qui peut changer? À quoi faut-il s'attendre dans les tout prochains mois, Edmond Kambia? Avant de répondre à cette question, je voudrais dire une ou deux choses. D'abord dire à M. Meka que le cardinal Christian Toumi, c'est une autorité morale. Ce n'est pas un hypocrite, comme vous l'avez qualifié tout à l'heure. Je n'ai pas dit qu'il est hypocrite. Vous l'avez qualifié. Vous avez dit ce qui se passe là-bas, c'est du théâtre. Et que lui, comme Nidjon Fundi, font partie de ce que vous avez appelé le bal des hypocrites. Et ce n'est pas bien, M. Meka. Je vous sais responsable. C'est la population du Nord-Ouest qui ne joue pas franc jeu parce qu'ils nourrissent les terroristes. Donc, je tenais à le dire parce que vous n'avez pas l'habitude d'être... Et les élites du Nord-Ouest, notamment, les élites du Nord-Ouest, notamment le cardinal et John Fundi, sont des dignes fils de là-bas, ils savent ce qui se passe. Je vous en prie, mais de dire que ce sont des hypocrites, non, sincèrement. Je sais que vous êtes toujours poli, M. Meka. Donc, ne sortez pas, ne glissez pas dans la fange, je vous en prie. Ensuite, je voudrais également dire qu'il y a des leçons, avant de répondre à la question que vous avez posée, il y a des leçons, deux ou trois choses qu'on peut retenir des élections présidentielles aux États-Unis. La première, c'est que la démocratie se nourrit de l'alternance. La deuxième, c'est la force des institutions dans une démocratie, dans une république démocratique. D'abord, la démocratie se nourrit de l'alternance. Pourquoi? Parce que les Américains, comme d'autres États à travers le monde qui sont démocratiques, nous montrent à souhait l'importance de l'alternance, du changement de régime. Voyez-vous, Paul Biya est au pouvoir depuis le 6 novembre 82 avec Joe Biden. Il voit passer aux États-Unis 7 présidents. J'ai dit 7. Or, pendant 38 ans, Paul Biya a connu aux États-Unis le président Ronald Reagan. Il a connu George Bush le père. Il a connu Bill Clinton. Il a connu George Bush le fils, Barack Obama, Donald Trump et maintenant Joe Biden. Ça fait 7. Et ces différents présidents étaient de partis politiques différents, des républicains et des démocrates. Chacun a apporté sa touche pour faire avancer le pays, a amélioré la situation sociale et économique du pays. Et les institutions américaines ne se portent que mieux lorsque les régimes se succèdent, lorsque des partis politiques, des hommes issus de plusieurs formations politiques se succèdent. Et au même moment, Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 38 ans, a connu pratiquement 8 chefs d'État. 5 en Union soviétique, 3 en Russie. Les 5 premiers chefs d'État de l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une mutation, on est passé de la guerre froide à l'après-guerre froide. Paul Biya est toujours là. Et les 5 chefs d'État qu'il a connus en Union soviétique, je parle de l'Union soviétique, c'est les Camerounais, Leonid Brezhnev, Yuri Andropov, Konstantin Tchernenko, Andrei Gromyko, Mikhail Gorbatchev, et ensuite les 3 derniers de la Russie, parce qu'on est passé de l'Union soviétique à la Russie. Boris Yeltsin, Monsieur Vladimir Poutine, c'est les Camerounais, Medvedev. C'est les Camerounais qui décident de leurs dirigeants.
Voyez-vous, Je vous en prie, André Monsieur Luther, il a la Meka, parole. je vous en prie. Je voudrais dire que Permettez Vous savez qu'il aille très poli, jusqu'au bout. monsieur Meka. ce sont les Camerounais qui supprenez. décident. Permettez Ce qu'il sont aille- les permettez qu'il Camerounais aille qui jusqu'au bout, décident. André Je Luther. voudrais préciser Permettez que tout ce qu'il qui aille dit- jusqu'au bout que de ce sont les l'analyse. Camerounais qui décident de qui est leur C'est président. Edmond Kambia qui a la parole. Edmond Kambia, allez-y. Quand je fais cette allusion aux autres chefs d'État de grande puissance, parce que je le dis à dessein, parce que les États-Unis et la Russie, ce sont les deux grandes puissances aujourd'hui. Après eux, il y a la Chine. Et même en Chine, pendant les 38 ans, il y a eu au moins 7 ou 8 chefs d'État en Chine. Pratiquement tous les 7 ans, on a un nouveau président en Chine. Bien que ce soit le même parti communiste. Il y a des changements. Il Il y a des changements importants. c'est le Même peuple dans qui le décide. parti unique ailleurs. C'est le Meilleur peuple que qui chez nous, décide. où nous avons une démocratie de façade. Je tiens à C'est le pas une dire. démocratie de Je façade. disais tantôt, il y a deux éléments importants. L'alternance la démocratie qui nourrit, l'alternance qui nourrit la démocratie, ça c'est le premier point. La deuxième, elle est tout aussi importante. Aux États-Unis aujourd'hui, ce dont nous pouvons être fiers, c'est que Barack Obama avait raison dans son discours d'Accra. Il disait un message aux chefs d'État, aux dirigeants africains: soyez du bon côté de l'histoire. Faites en sorte que les institutions soient fortes et non pas les hommes forts. Et aujourd'hui, si le président sortant, qui est sorti, sauf si la plainte qu'il dépose devant les tribunaux aboutit, j'en doute fort, montre que les institutions aux États-Unis sont fortes. Et c'est grâce à ces institutions fortes qu'un président en fonction peut perdre les élections. Je dis peut perdre les élections. Et c'est ce qui se passe avec Joe Biden qui devient président élu. Et il a d'ici le 20 janvier, il est déjà pris en charge par les services de renseignement pour le préparer à prêter serment le 20 janvier prochain. La question que vous posiez était de savoir, dans les rapports des États-Unis au Cameroun, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui peut changer. En quelques mots. Beaucoup de choses vont changer. Je crois que beaucoup de choses vont changer. Sur le fond, il y aura la continuité dans les relations bilatérales. Mais dans la manière de faire fonctionner les relations, beaucoup de choses vont changer, notamment dans la crise anglophone. Je pense qu'aujourd'hui, la position américaine, elle est très claire. Et nous attendons depuis. Parce que vous savez, il y a eu des résolutions qui ont été prises au Congrès américain. Et on attend aujourd'hui qu'il y ait un suivi. Avec les massacres récents, je peux vous dire que sur la table de Joe Biden, le 20 janvier, le dossier Cameroun est l'un des principaux dossiers qu'il va traiter. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, André Luther et Edmond Kambia, d'être venus sur ce plateau. Merci également à vous, Pierre-Emmanuel Bignam et Aristide Monod, d'avoir participé à ce débat. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventative measures to reduce your risk. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Avoid eating raw meat and unnecessary contact with wild animals. Avoid close contact with anyone with flu-like symptoms. When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with a flex elbow. Or use a tissue. Take particular precaution while traveling. Seek medical care early. 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez